merci de votre invitation parce que je crois que c'est une première de mettre la santé animale dans le champ des universités santé. Et en effet, après les propos de Bernard Valla, je n'ai plus à expliquer pourquoi. C'est très difficile de passer derrière lui, mais il situe parfaitement les enjeux. Une santé, je pense qu'on pourrait ajouter aussi un monde. Et je vais essayer de traduire un petit peu de façon plus focalisée pourquoi le SIMV est intéressé par cette question. Le SIMV, il est déjà dans la salle. Je remercie les adhérents qui sont là aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est un nombre d'entreprises important et surtout très mobilisé. Il y a peut-être un chiffre qui explique pourquoi je suis là. C'est que ces adhérents consacrent 10% de leur chiffre d'affaires à la recherche. Et bien sûr, dans la recherche, toute l'innovation nous intéresse. Et l'e-santé est bien sûr sur ces pistes. Alors voilà les questions qui étaient à l'origine de cette invitation. Je vais essayer en tout cas de vous apporter quelques éclairages et d'abord de le resituer en termes de contexte, d'enjeux, peut-être de typologie de marché et peut-être de repères économiques, puisque je partais de l'idée qu'il pouvait y avoir des informations qui vous intéresseraient sur le marché, notamment des animaux de compagnie. Alors, tout d'abord, le contexte. Le contexte, on peut déjà s'interroger sur ce que veut dire l'e-santé animale. Déjà, sur un plan de droit, on n'est pas vraiment aidé. Qui s'en charge, de quels produits parlons-nous, ce n'est pas clair, ni au niveau national, ni au niveau européen. Et je crois que c'est justement maintenant qu'il faut en parler pour éviter un mauvais paramétrage, en quelque sorte, de ce contexte, sur le plan juridique. Deuxièmement, la technique. Est-ce que l'on peut faire de l'e-santé sans qu'un minimum de qualité, en quelque sorte, ne soit vérifié ou contrôlé par l'administration, sachant qu'un certain nombre des résultats, notamment de capteurs, vont venir aider la pratique vétérinaire, et il est important, comme pour le diagnostic, que nous nous fixions des règles dans ce domaine. Ensuite, ça a été évoqué par Annick, la santé animale, ça veut dire le monde animal, c'est évidemment une variété considérable, de l'abeille à l'éléphant, des animaux de rente aux animaux de compagnie, de la faune sauvage. Ce sont des problématiques extrêmement variées, donc il faudra définir de quoi on parle lorsque l'on parle de e-santé animale. Les attentes du marché sont évidemment considérablement différentes selon qu'on est sur le marché des animaux de compagnie et celui des animaux d'élevage. Sachant qu'en termes de santé animale, si je prends le paramètre des médicaments vétérinaires, nous avons globalement, dans les pays développés, un certain équilibre entre le marché des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. Il y aura une vidéo qui vous précisera cela en fin de présentation. Enfin, des synergies possibles, des modèles économiques à définir. Nous avons en effet un système très réglementé dans le médicament qui peut servir en quelque sorte de vecteur à un certain nombre d'innovations en matière d'e-santé. Si on parle d'e-santé, on parle de capteurs. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord l'identification des animaux, qui évidemment s'est généralisée, vous le savez, aux animaux de rente, espèce par espèce. Mais c'est aussi pour nous, dans la santé animale, l'identification des médicaments vétérinaires. Et j'ai mis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que c'est en place. Nous avons mis le data matrix sur toutes nos boîtes au niveau mondial. Et en cela, on a été plutôt en avance sur la santé humaine, c'est-à-dire qu'on peut tracer nos produits et quelque part accompagner les traitements, on le verra tout à l'heure, jusqu'à la bonne observance par ce biais. Donc il y a, à mon sens, une sous-exploitation de cette traçabilité des médicaments qui peuvent être un lien entre le propriétaire, qui n'est pas un professionnel dans bien des cas, et celui qui met sur le marché et qui est responsable de la pharmacovigilance de ces produits, l'industriel.
on a un développement de ce qu'on va appeler le dispositif médical vétérinaire adapté à l'animal, incluant les diagnostics pour animaux. Et j'étais avec la Commission européenne hier au téléphone pour parler de ce sujet. On voit bien qu'un certain nombre de pays en Europe sont intéressés par la question de l'encadrement de ces produits. Enfin, cette information, il faut savoir dans quelle rubrique on va la prendre. Est-ce qu'il s'agira d'une information à disposition des pouvoirs publics pour mettre en pratique et contrôler des politiques publiques, ou est-ce que nous sommes dans des circuits plus privés dans lesquels on va retrouver des liens qui se situent davantage dans les questions d'élevage avec l'élevage de précision, de géolocalisation d'animaux par exemple, ou de bien-être et de santé animale. Donc les enjeux. Bernard Valla ne l'a pas introduit comme cela, mais vous voyez qu'il y a une perte considérable des animaux due aux maladies animales. Et vous voyez qu'en tonnes équivalent carcasse, en quelque sorte, nous avons d'abord des pertes au niveau des volailles, mais aussi des bovins dans le monde. Ce sont des pertes qui nuisent, bien évidemment, à la réduction de l'impact de l'élevage sur le climat, par exemple. Ce sont aussi des pertes qui nuisent à l'alimentation de la population, dont Bernard Valla a rappelé qu'elle était essentielle pour un très grand nombre de pays dans le monde. Donc il y a un enjeu qui est à la fois écologique, qui est à la fois de nourrir la planète, et puis aussi de santé animale, bien évidemment, et de rôle économique. L'impact de ces maladies sur l'économie, qui est un peu le troisième pilier après la santé humaine, animale et l'environnement, vous voyez que SRAS, fièvre afteuse, etc., même si le slide date un peu, peut avoir des impacts économiques considérables sur l'industrie agroalimentaire, sur les marchés, et même sur les pays. Et nous avons là, par exemple, en termes de maladies, en tête, l'influenza aviaire, qui est en France, qui est en France, dans cette région. Et je crois que vous êtes au courant de l'impact qu'a eu l'influenza aviaire, la fièvre afteuse, qui a eu aussi des impacts considérables dans le passé, qui reste une menace et une réalité dans bien des pays. Alors je terminerai pour les enjeux en disant qu'on peut dire que l'e-santé est un accélérateur formidable de responsabilisation des acteurs, puisqu'il va pouvoir transmettre des informations et placer les acteurs en situation d'agir. Deuxième chose, et j'y suis très attaché, c'est un facteur de vérité, car le marketing a parfois des tendances à utiliser les peurs. Or, il est essentiel de donner sur la sécurité alimentaire des informations fiables. Et je pense que, là encore, ces informations, l'e-santé va permettre, à terme, si elle est bien développée, de rassurer le consommateur sur l'état des animaux, l'état sanitaire des animaux, la qualité des denrées alimentaires, et c'est un point très important. Alors, bien évidemment, c'est un formidable vecteur d'information, de formation, Bernard Valla l'a évoqué également, au niveau international, mais au niveau français aussi bien en matière de bien-être que de santé animale. En fait, je le dis avec mes mots, mais j'ai un peu l'impression que tous ces capteurs, toutes ces informations permettent de donner une voix à l'animal. Et c'est un point très important, car l'animal est muet. Sauf quand il aboie. Mais généralement, l'animal est muet. Il est donc extrêmement difficile, surtout lorsque l'on n'est pas vétérinaire, de traduire les informations que l'on n'a pas, puisque l'animal n'en donne pas. Et donc, toutes ces nouvelles technologies vont pouvoir faire, entre guillemets, parler l'animal et donner aux vétérinaires, aux éleveurs et à toute autre personne un certain nombre d'informations. C'est un point clé. Je pense qu'on peut parler de rupture de ce point de vue-là. Et même pour la sécurisation de la filière du médicament, nous dépensons 10% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, mais après, que deviennent nos produits ? Il est évident que si l'on veut que cette innovation atteigne les résultats que l'on attend, il va falloir sécuriser la vie du produit et aller à l'observance des traitements. Et c'est donc aussi un enjeu très important
que d'avoir une chaîne de sécurité, en quelque sorte, des produits de santé vérifiés par des flux. Là, c'est un schéma que je passe rapidement, qui est typiquement ce qu'on appelle l'agriculture de précision, l'élevage de précision, c'est-à-dire comment les informations à la ferme peuvent revenir, par exemple, au travers d'un robot de traite dans l'élevage laitier. Alors, typologie, j'ai essayé de m'exercer à différents types de typologies. J'appelle la première la typologie relationnelle. D'abord parce que les politiques s'intéressent à l'e-santé. Jean-Marc Bournigal est actuellement en charge d'une mission sur l'utilisation des bases de données agricoles. Et on voit bien que le niveau d'information des politiques et des administrations réclame, en quelque sorte, des bases fiables. Et il y a eu la signature cette semaine en Belgique d'un accord de toutes les parties prenantes pour l'enregistrement des traitements antibiotiques en santé animale pour pouvoir détecter des utilisations inappropriées, des prescriptions inappropriées d'antibiotiques. La deuxième, c'est bien sûr entre l'industrie et les ayants droit, c'est-à-dire essentiellement les vétérinaires et les pharmaciens. Et vous avez des adhérents du SIMV, je pense à Merck notamment, qui ont des portails de services qui rassemblent l'ensemble des services qui accompagnent la mise en marché de nos produits et qui, en quelque sorte, sont le vecteur de la relation industrie-vétérinaire. Bien sûr, dans la relation vétérinaire-éleveur ou dans la relation vétérinaire-propriétaire, notamment pour les éleveurs avec le suivi des élevages. Dans la relation industrie-propriétaire, et il y avait des programmes, notamment en Angleterre, de suivi des traitements en scannant la boîte de médicaments pour dire « votre chien a donc de l'arthrose, eh bien voilà ce que ça veut dire et voilà comment vous pouvez suivre les progrès de votre chien et avoir un lien direct entre la remontée de l'information et l'information donnée par le laboratoire ». Vous avez évidemment un lien considérable à développer entre l'éleveur et le consommateur. C'est évidemment une relation de confiance dont on parle, parce que l'on peut imaginer que demain, l'éleveur aura à cœur de montrer ce qu'il fait. Et il n'y a pas que la notion de circuit court. On peut avoir aussi, demain, je dirais, un référencement, en quelque sorte, des éleveurs, grâce à une communication qui permet d'interagir entre le consommateur et l'éleveur. Enfin, bien sûr, dans l'autonomie de l'animal, puisque l'animal va gérer par une puce, par sa puce par exemple, bien la quantité d'aliments qu'il va recevoir, il va être identifié, suivi, et donc finalement, il y a une forme d'autonomie de l'animal qui est possible par les objets connectés. Donc, une autre typologie peut être faite également, c'est celle que l'on pourrait appeler plus matérielle. Il y a tous les objets connectés qui sont plutôt autour de l'équipement de l'animal. Les témoignages tout à l'heure en donneront des illustrations, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais tous les objets connectés, détection de signal, traitement de l'information, domotique, identification des animaux. Nous avons plutôt des typologies qui conduisent à parler d'objectifs, conduite d'élevage, accompagnement de diagnostic, bonne observance. Et enfin, beaucoup d'innovations qui concernent la clinique vétérinaire. Finalement, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois que nous travaillons ces questions, qu'on soit dans les grandes typologies animaux de rente, animaux de compagnie ou animaux de sport, finalement, on a ces catégories de capteurs, systèmes de traitement de l'information, restitution, qui est un élément évidemment clé, à qui est propriétaire de l'information. Dans le domaine de l'élevage, c'est un point clé et qui est en débat. Et enfin, et surtout, adaptation des pratiques, c'est-à-dire comment on va adapter ces pratiques à ces informations. Alors, quelques repères économiques. D'abord, nous avons la chance d'avoir un écosystème extraordinaire en France, puisque nous avons le premier marché de la santé animale et il y a un écosystème d'industrie que je vous ai présenté avec leur logo tout à l'heure, qui est évidemment synonyme de dynamisme. Nous avons mis en place les rencontres de recherche en santé animale. Nous avons fait 2 éditions et nous avons eu plus de 500 contacts, 500 relations entre des entrepreneurs et nos adhérents, du médicament, du diagnostic, etc., dans le cadre de Biofit. Et ça montre les capacités de synergie entre les acteurs, start-up et grands groupes ou PME. Nous avons aussi, et je le signalais,
L'enjeu des bases de données, on sait qu'en santé humaine, il y a un défaut d'utilisation des bases de données, ça a été signalé par la Cour des comptes, dans le domaine agricole également, et il y a donc cette mission, je vais rencontrer Jean-Marc Bournigal très bientôt, mais pour voir comment on peut mieux exploiter ces bases de données qu'à l'administration. Et puis, il y a toute cette immense variété d'espèces qui est vraiment tout à fait unique en Europe, ce qui rend d'ailleurs les choses un peu difficiles, mais qui est un atout de ce point de vue. Et enfin, des réseaux d'éleveurs et de vétos, qui est tout à fait remarquable. Vous savez qu'il y a une très forte structuration de la profession véto selon les filières, etc. Et des vétos qui sont essentiellement structurés pour la formation. Et donc, ce ne sont pas que des vétos, ce sont des vétos qui sont très à l'écoute de l'innovation pour l'exercice de l'art vétérinaire. Enfin, bon, il y a des choix politiques. Je citais l'exemple belge, qui est très centralisé, peut-être par la taille de son pays. Les autorités françaises ont plutôt choisi un système par filière qui est largement, j'appellerais cela, décentralisé. Alors ça, c'est mon chien. Pour passer aux animaux de compagnie et vous donner quelques références sur ce marché. Vous voyez qu'il est considérable. 63 millions d'animaux domestiques. Et donc, vous avez là, bien évidemment, la part des poissons, mais très vite, vous avez des chats, des chiens, et vous voyez que c'est en augmentation. Si bien que finalement, si vous êtes pharmacien, vous avez pratiquement une personne sur deux qui rentre dans votre pharmacie qui a un animal de compagnie. C'est donc un segment potentiellement très important. Vous avez là les chiffres de nos collègues de la FACO, c'est-à-dire de l'alimentation pour les animaux de compagnie, et vous avez la typologie de possesseurs d'animaux de compagnie. Et vous voyez que bon, on a une couverture importante, chiens, chats en France, que l'on va retrouver ici en termes de profil des possesseurs. Est-ce qu'ils sont dans des maisons? Est-ce qu'ils habitent dans des habitations avec jardin? Est-ce qu'il y a un adulte au foyer? Donc il y a quand même une source importante de données pour vos études de marché, pour positionner finalement vos produits en fonction des typologies de clients. Alors, cette typologie, vous l'avez encore là, par rapport aux deux principaux segments, chien, chat, c'est-à-dire est-ce qu'on est en agglomération, est-ce que l'on est à la campagne. Vous avez aussi des sources sur le budget consacré à l'animal de compagnie. Vous voyez que je ne resterai qu'à celui-là, 600 € en moyenne dépensés par an, je dirais, pour l'animal de compagnie, intégrant un certain nombre de domaines, les soins, le toilettage, etc. Et qui est la référence, évidemment, logiquement, le vétérinaire pour l'information, mais aussi l'Internet. Et c'est important de le signaler, sachant qu'en plus, il y a évidemment des tendances très proches entre humain et monde animal, l'allongement de durée de vie des animaux de compagnie. Vous avez aussi des informations disponibles sur les raisons qui conduisent les propriétaires à adopter un animal. Et donc, vous voyez qu'on a des activités très liées qu'abordait Bernard Valla entre l'animal et l'homme. L'homme s'occupe de l'animal au jeu, à la promenade, et vous voyez que tout cela prend un temps très important dans la vie des propriétaires. Est-ce que les chiens sont autonomes? Eh bien, vous avez là la réponse avec la France par rapport aux autres pays d'Europe. Et vous avez des segmentations disponibles dans la bibliographie sur les segments des espèces. Alors, je vais passer un peu plus rapidement sur le reste. Vous voyez que ce marché des animaux de compagnie, c'est à peu près 5 milliards en France, en croissance, avec évidemment une prédominance du chien et du chat. Vous avez ici, sous forme de camembert, une autre présentation de ce chiffre. Enfin,
l'essentiel du marché de l'animal de compagnie est évidemment celui de l'alimentation. Et pour ne pas dépasser, je vais passer beaucoup plus rapidement sur les animaux de rente, puisque vous voyez que là, évidemment, les effectifs sont considérables, mais surtout, le marché mondial de la santé animale continue de croître. Donc ce n'est pas un phénomène uniquement national. Et là, vous avez la part de la santé animale dans l'ensemble des dépenses, des comptes de l'agriculture au niveau d'une exploitation agricole. Donc vous voyez que la partie santé animale, que ce soit les médicaments ou que ce soit les soins vétérinaires, est à peu près inférieure à 5%. Donc je vous propose de terminer par une vidéo. Voilà, je voulais finir avec ça, puisque le champ du SIMV s'est étendu récemment, au-delà du médicament et du diagnostic, à l'ensemble des produits des industries de la santé, intégrant l'e-santé. Voilà, merci de votre attention.